Bon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir ce soir dans cette capsule en direct du monde, des quatre coins, des cardinaux du monde, dans le contexte d'un festival qui s'appelle Les Îles qui marchent, qui se déroule à Jacmel, Haïti, entre le 18 et le 20 juillet. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir deux invités, le professeur Kessler Bien-Aimé et le professeur Gino Tsitson, pour nous parler dans une conversation croisée de leurs travaux sur la musique, la danse, qui comportent des esthétiques culturelle riche et variée et qui justement donc donne le ton à l'ouverture de cette première rencontre de la multiplicité, de la richesse de la culture caribéenne. Je voulais juste préciser que le festival qui a le titre des îles qui marchent s'inspire donc d'un grand poète haïtien, d'un poème euh, qui s'appelait Poème des îles, d'un grand poète qui s'appelle Philotecte, hein, qui est décédé en René, Philo- 1995. René, Al- Oui, René, allez-y. René. René Philotecte et qui donc a écrit ce poème comme une métaphore de la diaspora, des luttes de la liberté. Et il me semble que ce thème résonne d'autant plus aujourd'hui, de façon, on va dire, évidente, dans ce contexte, on va dire, de chaos, de mouvements très turbulents que nous traversons. Je voulais, avant de laisser la parole à nos invités, vous présenter leur parcours. Alors, nous avons le professeur Gino Sitson, qui est maître de conférence et professeur associé à l'Université française en deux sections, 18 et 22, qui correspondent à des doctorats en musicologie et en ethnomusicologie. Il travaille à l'université Paris-Sorbonne et aussi à l'université de Long Island et aussi au département de musique du Queen's College, de City College de New York. Ses recherches portent essentiellement sur la musique et la musique africaine et brésilienne, euh, dont il nous parlera donc plus amplement ce soir. Je veux présenter aussi le professeur Kessler Bien-Aimé, qui est donc socio-ethnologue des sciences du patrimoine, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'État d'Haïti et qui est aussi rattaché au programme de maîtrise d'histoire, de mémoire et de patrimoine de l'Université d'État d'Haïti. Il est aussi chef de programme de la culture à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO et membre du comité scientifique de l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval. Il nous fera part également de ces ouvrages et de ces travaux qui portent sur le langage, les représentations et notamment enfin, il me semble que vous allez nous présenter un dernier ouvrage sur la danse, le folklore et l'importance de ces danses dans la culture haïtienne. Euh, je vais, sur cette brève présentation, vous donner la parole. Je pense que chacun peut évoquer ses travaux, puis peut-être s'interroger ou commenter les travaux de l'un et de l'autre, de façon à éveiller la curiosité de notre public. Euh, je vous invite donc à prendre la parole. Est-ce que Monsieur Kessler, vous voulez commencer ou peut-être Gino, je vous laisse libre à vous de choisir. Monsieur Kessler, professeur Kessler, vous voulez bien? Ben oui. Allez, on vous écoute. Merci à vous, merci à l'initiative, merci au festival et merci aux professeurs d'université qui nous encadrent là sur le plan technique et merci à Gino également qui a facilité le contact. Et bon, c'est quand même difficile pour moi de me présenter parce que, comme disent les Québécois, je suis sur le plan scientifique, je suis un indiscipliné.
c'est-à-dire, pour ne pas dire pluridisciplinaire. Il n'est pas dit ici, et je ne l'ai pas écrit non plus, mais si on me cherche, on va me trouver comme photographe, et surtout. Et donc, j'ai quand même 4 livres de photographie et sur des thématiques assez politiques, disons, et artistiques et esthétiques. Et mon dernier ouvrage porte sur la musique et la photographie et la littérature et titré Jazz Image, une autre pensivité photographique et où je tente de présenter des photos qu'on traite. Et j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure à Toulouse, mais, une scientifique de l'Université de Toulouse a parlé de photos sonores. Et c'est-à-dire l'expérience que, à travers mes photos, on peut écouter de la musique. Et également, je suis musicien, raison pour laquelle je suis très bien connecté avec mon ami Gino. Donc, fait que ma formation de premier cycle, j'ai travaillé sur un genre musical à l'Université d'État d'Haïti. Pour ma formation en sociologie, c'est la musique racine, et roots music, on dirait. Et cette musique, et j'ai quand même tenté de la saisir, de la présenter comme une nouvelle esthétique musicale, et me basant bien sûr sur l'histoire de la musique haïtienne. Et ce genre est apparu, approprié à partir des années 70. On est très connecté avec le duvaliérisme et en termes de réaction du validisme, bien entendu, ça annonce, bien entendu, ça s'installe comme discours, comme réaction, comme protestation qui accompagne le mouvement social populaire post-1986, c'est-à-dire post et le départ forcé de Duvalier ou des Duvaliers. Et pour mon deuxième cycle, et je travaille encore, c'est la musique me tient et je travaille encore sur la musique, ce que j'appelle la musique des morts. Et c'est-à-dire musique funéraire, pour être beaucoup plus compréhensible, où je tente de regarder les scènes de deuil, mais le rôle de la musique dans ces scènes-là. Et comment la musique, cette musique, ou ces musiques, parce qu'il n'y a pas qu'une musique de deuil, et comment ces musiques accompagnent et les proches et finalement du trépassé, et le rôle de cette musique comme une sorte de communication pour le mort qui est mort, et adressé aux morts, parce que quand on chante ça, moi, dans la scénographie, on voit que ça s'adresse aux morts. Et puis ensuite aux accompagnants du mort, à ses proches. Donc, c'est le rôle de cette musique dans le processus de guérison et de séparation, on peut dire. Et c'est la musique des morts qui est une musique multiple. Ce n'est pas une musique spécifiquement haïtienne, une musique spécifiquement antillaise, une musique spécifiquement du jazz pour représenter M. Gino ici, mais une musique qui est circonstancielle, c'est-à-dire la musique qui est jouée dans ce moment-là est appropriée comme telle. C'est moi-même, en tout cas, je traite comme musique des morts. Ça peut être aujourd'hui le hip-hop, mais également musique des morts parce que c'est la musique contextualisée, c'est pas la structure musicale, ce n'est pas non plus, ce ne sont pas non plus les matériaux musicaux qui sont mobilisés dans le contexte, mais plutôt ce qui est joué, etc. Donc, et puis, bon, pour mon doctorat en tant que photographe, j'avais plusieurs options. Et parce que ma discipline, là, qui est pour ma maîtrise deuxième cycle, c'est histoire, mémoire et patrimoine. Ça m'élargit un peu et sur les différents contextes culturels. Et finalement, j'ai fait le choix de travailler J'avais travaillé commencé à travailler un doctorat sur du valierisme et photographier la sémiotique de l'image photographique de Duvalier. Mais bon, j'ai rencontré quand même quelques difficultés à aborder sa mémoire dans l'espace public haïtien et difficulté pour faire parler les gens et c'était vraiment difficile. Finalement, je peux dire, raisonnable. Et j'ai laissé cette thèse après 3 ans et pour aller faire une thèse finalement que j'ai faite à l'Université Laval portant sur le paysage urbain historique de la ville de Port-au-Prince. Ça m'a permis de lire et sur un temps long et le processus de construction de la nation haïtienne et en connexion avec la République dominicaine, en connexion également avec toute la Caraïbe, qui fait que j'ai quand même une certaine compréhension de ça qui explique que je suis plus ou moins en situation d'en parler et sans nécessairement m'enfermer
ils n'ont aucune forme d'exceptionnalité ou du genre identité exceptionnelle haïtienne, etc. Voilà. En gros, c'est ça. Et entre mon travail de photographie et mes réflexions portant, universitaires portant sur, bien sûr, je suis intéressé à une éducation décoloniale. Et c'est-à-dire, c'est bien situé. Et je suis conscient, mais tenant compte de mes lectures, des grilles que je mobilise, donc je me rends disponible pour accompagner des pédagogues de cette éducation décoloniale pour affranchir les peuples, hein, que ce soit ceux qui étaient dans le camp finalement, les héritiers de camp des colonisateurs et d'autres qui étaient décolonisés. Donc, de va-et-vient. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté assez longtemps. Non, non, je Et vous en prie. je me sens là. Merci beaucoup, professeur Kessler. Peut-être nous pourrions demander à Gino, si vous voulez ouvrir votre micro et nous dire un petit peu, vous présenter aussi un peu vos travaux, puis nous reviendrons vers le professeur Kessler. Oui, avec plaisir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir à Prof. Kessler, bonsoir à Prof. Séguin, Prof. Diméo. Bon, voilà, je suis vraiment ravi d'être là parmi vous aujourd'hui, pour partager ces moments de culture, de musique, enfin, comment je peux appeler ça, partager tout simplement. Donc voilà, c'est un bon buffet qui s'offre à nous aujourd'hui. Je suis Gino Simpson, donc voilà, musicologue de formation à la Sorbonne où j'ai étudié, j'ai fait ma thèse ici. Je vous parle depuis Paris, donc je suis à Paris depuis quelques heures. Donc, je vis à New York et voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur des musiques afro-diasporiques, en fait, de la musique d'origine africaine, donc, et puis de cette diaspora, donc des musiques, qu'elles soient cubaines, brésiliennes, antillaises et autres, donc voilà, donc, ou africaines-américaines, donc voilà. Ma passion pour ces musiques-là vient surtout de mon enfance, en fait, avec ma mère qui était chanteuse d'église, donc voilà, et elle faisait du gospel, et dirigeait un chœur. Mon père aussi qui lisait la musique, mais qui était un musicien amateur, donc c'était pas quelqu'un c'était pas un professionnel, c'était un homme de lettres plutôt, un littéraire, donc d'où ma passion pour les mots, pour la littérature et autres. Et alors, j'ai un parcours de littéraire aussi, donc voilà. Parcours aussi très très navigant, je sais pas comme le professeur Kessler, donc un peu ça, où on croise les langues étrangères appliquées à la Sorbonne toujours, où j'étais en licence, donc on croise aussi les sciences de l'éducation qui m'ont permis de comprendre, de théoriser les différents modes de transmission dans toutes les sociétés, dans différentes sociétés, en tout cas plus particulièrement les sociétés traditionnelles, dont je vais évoquer très souvent dans mes sujets, dans mes thématiques, l'endoculturation, l'acculturation, tous ces phénomènes-là. Donc voilà, voir un peu comment les musiques ont pu se transmettre de génération en génération dans certaines contrées, surtout des contrées afro-descendantes, en tout cas que ce soit Haïti, euh, la France dontonienne, si je puis dire, donc les Antilles, enfin, les Antilles françaises, ou bien le Brésil et autres, comme vous avez mentionné tout à l'heure, Marie. Donc, voilà, donc c'est plus ces passions. Mais la focale pour moi, en tant que vocaliste, déjà professionnellement, comme je suis chanteur, et j'ai une passion pour le chant, c'est de travailler sur la voix dans toute cette diaspora-là, dans tous ces univers, donc voir un peu quelles sont les incidences aussi de la langue parlée dans le chant et quels sont les critères de jugement esthétique d'une musique. Donc, j'en parle dans mon premier ouvrage qui s'appelle Sentiment et éloquence, esthétique euh, enfin, analyse d'une esthétique sonore de deux éléments. Donc, voilà, l'éloquence et le sentiment, voilà. Euh, dans le beau cas, une musique guadeloupéenne. Dont le deuxième ouvrage aussi parle de la Guadeloupe, c'est en fait la toute première bibliographie commentée de la musique guadeloupéenne qui parle de la période de l'arrivée des Français en Guadeloupe de 1635, donc suivi de celle des Africains, en 1641 jusqu'à l'abolition de l'esclavage, donc 1848. L'idée, c'est quoi? C'était de voir un peu comment la musique s'est installée. C'est plus qu'une bibliographie commentée d'ailleurs. C'est voir comment la musique s'est installée diachroniquement sur l'île de la Guadeloupe et quelles sont les incidences des personnes qui étaient là ou pas là, enfin, comment ça s'est imbriqué. Donc voilà, qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui a été, quels sont les emprunts et comment elle s'est construite dans le temps aussi, comment elle s'est fixée dans la mémoire collective si guadeloupéenne. Et
par extension dans la Caraïbe aussi. Donc voilà, parce que les problématiques qu'on retrouve en Guadeloupe, on les retrouve aussi ailleurs, dans toute cette diaspora-là, en tout cas pour la plupart du temps, malgré les différences historiques, en fait, au niveau de l'histoire, si je puis dire. Donc voilà. Mais il y a cette passion-là pour la voix parce que je pense que c'est l'instrument premier de l'homme, des humains, en tout cas, nous en servons aujourd'hui là d'ailleurs. Nous chantons, nous parlons en chantant, chantons en parlant. Donc voilà, nous avons tous, toutes ces dynamiques-là, en fait, m'interpellent. Et raison de plus, comme je suis chercheur associé à l'IRMU, l'Institut de recherche en musicologie ici à l'Université Paris-Sorbonne, c'est la raison aussi, pardon, le pléonasme, pour laquelle je suis ici en ce moment, parce que je vais enregistrer, je suis en résidence avec le professeur Chouvel et le professeur Boris Deval de Paris Université et qui est professeur à Jussieu. Nous allons faire aussi un album, une création, analyser les œuvres, voir où il y a un on dit aux Antilles une forme de lianage, c'est-à-dire que avec des ingrédients musicaux qui viennent du classique, du jazz, des musiques africaines, des musiques de la Caraïbe, pour faire quelque chose à notre sauce. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Des projets qui sont plus associés aux dynamiques qui concernent les langues qui sont parlées dans le monde afro-diasporique, si je puis dire. Je ne sais pas si je peux dire ça, afro-diasporique, en tout cas dans cet univers-là, dans l'univers afro-diasporique, et voir l'incidence de ces langues-là sur le chant, parce qu'il y a une corrélation inévitable donc, voilà, qui existe dans ce champ-là, voilà, dans cet univers en tout cas. Et qu'est-ce que je puis dire oui, je dirige aussi un laboratoire à New York qui s'appelle Polyvocal Research Lab, Laboratory. Donc, le professeur Kessler aussi membre, donc nous travaillons ensemble depuis pas mal de temps. Voilà, donc, nous sommes amis, mais nous travaillons beaucoup ensemble, tout le temps d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir recevoir des chercheurs aussi qui travaillent vraiment sur la voix, qu'elle soit parlée ou bien chantée, et de voir comment ils perçoivent la voix, parce qu'ils s'appellent des psychologues qui travaillent sur la voix, ça peut être des personnes qui s'intéressent aux sciences cognitives, des pédagogues, en tout cas des chercheurs, en tout cas, de manière globale, des anthropologues aussi, des ethnomusicologues, des musicologues, bien entendu, un peu plus. Mais je suis ravi de pouvoir échanger avec vous là-dessus sur donner de manière sommaire. Hein, donc voilà un peu brosser un peu j'enseigne aussi à l'université d'Haïti comme prof invité, donc voilà, et dans différentes universités, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et quoi d'autre encore? J'ai 8 albums en actif. Je viens de faire un album, un 9e album à Cuba, justement à La Havane, qui sort en janvier d'abord à Cuba, suivi d'une tournée, et puis voilà, donc avec l'orchestre symphonique de La Havane. Au mois de janvier, je vais jouer. Et l'album a été enregistré en duo, avec comme invité d'ailleurs Nancy Morejon, la poétesse afro-cubaine, qui déclame sur un morceau. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Je ne comprends pas. Micro est coupé. Arrête. C'est ça. On peut revenir vers vous. Merci beaucoup, Gino, pour cette présentation. Je voulais, moi, vous dire un petit peu ce qu'il ressort de votre présentation, c'est que vous êtes finalement, et nous avons finalement euh, l'honneur d'avoir deux enfants terribles, deux personnes indisciplinées, grâce à leur indiscipline, nous proposent vraiment des ouvertures, des façons de faire une recherche qui diffère un peu, on va dire peut-être justement des grandes voies tracées. Et ce qui moi aussi m'interroge, enfin, ou plutôt ne me surprend pas justement par votre capacité à vous éloigner des chemins trop jalonnés, c'est que vous avez tous les deux utilisé des concepts déjà euh, que vous avez comment dire, vous avez travaillé dans l'application avant même que la théorie, on va dire, la canonise, hein, l'académise, c'est-à-dire que ces recherches transculturelles que vous faites, cette langue nomade, cette voix même que je dirais nomade,
ces voies que vous recherchez au-delà, voilà, des sentiers battus, vraiment vous mettent dans des recherches de ce qu'on pourrait appeler donc dans l'académie le transculturel, qui a été en fait évidemment théorisé. Enfin, moi, qui suis un peu cubaniste, je l'avais vu étudier par Fernando Ortiz, un des premiers, enfin, un des ethnologues cubains qui effectivement avait commencé à proposer ce terme pour éviter tous les autres termes d'acculturation, etc., qui étaient trop étroits en fait. Et je voudrais vous interroger justement sur ces démarches que vous avez eues. Est-ce que vous pouvez peut-être retracer cette appétence pour sortir des sentiers battus et aussi peut-être nous parler de votre attraction pour ce qui peut être justement de l'ordre de l'entre-deux, euh, d'une troisième possibilité de trouver d'une identité par la voix, mais je ne sais pas si je peux préciser avant de vous laisser la parole sur par exemple, le fait que j'ai travaillé sur de la poésie des caravanes des migrants, des populations du Guatemala, Salvador et Honduras, qui donc migraient vers les États-Unis. Et dans ces poèmes écrits par les migrants, j'ai vu quelque chose de l'ordre d'un entre-deux, c'est-à-dire de la construction d'une identité nouvelle qui pourrait avoir un passeport, qui pourrait se construire comme un peuple entre les frontières, qui migrait, qui était voilà, qui se situait entre des frontières et qui crée une vie sociale, une société par la poésie, l'activité culturelle, la société qu'il forge en cheminant entre ces frontières et qui pourrait être reconnue comme, on va dire, oui, qui pourrait avoir un passeport, je suis passeport migrant. Je suis un passeport entre deux frontières. Bon, c'est peut-être pas très original ce que je dise là. Il me semble que Bertolt Brecht aussi en avait parlé dans d'autres circonstances. Avait parlé enfin, de celui qui migre, qui fuit quelque chose en tout cas. Mais je ne sais pas trop si ces idées-là que je vous livre un petit peu comme ça, pêle-mêle, vous donnent envie de rebondir ou de parler un petit peu plus de vos recherches dans ce sens-là. Professeur Kessler, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Vous avez le micro coupé. Ok, merci Merci. beaucoup. Et bon, merci pour cette introduction, et pas vraiment pêle-mêle, et ça plante quelque chose de très large qui nous permet, et vous vous référez à Fernando dans les années 40, qui nous a permis quand même, et avec ce concept élargi, qui fait en sorte de il s'est démarqué de toute forme d'exclusivité, et pour nous regarder cette transculturalité pas comme patron, comme modèle, mais comme possibilité pour étudier le monde, ou les mondes et pour rester dans notre région. Mais en ce sens, je crois, je suis quand même imprégné par ces littératures dans mes réflexions, que ce soit dans la construction de ma thèse, mais dans ma démarche même de création. Et jusqu'à mon film qui va sortir à Montréal cet été, où je propose où je propose héritage en partage. Cela dit pour moi, c'est l'héritage caribéen et où je crois que cet héritage, restons courageux, est un héritage partagé et où ce n'est pas exclusivement, et restons dans l'esprit de Fernando, hein, Ortiz. Et c'est pas exclusivement cubain, comme par exemple, c'est pas exclusivement haïtien, c'est pas exclusivement par exemple République dominicaine. C'est ce croisement, c'est ces embranchements-là ou ces branchements-là qui permettent de voir que voilà cette nouvelle identité que vous évoquez ici
Et maintenant, le lieu politique devrait légiférer sur cette nouvelle identité. Nous, comme chercheurs, nous pouvons que penser ça et eux-mêmes, ils doivent s'en approprier pour légiférer dessus, avoir un passeport comme ça. Bon, en ce sens, et j'ai quand même défendu cette perspective dans mes travaux, ouais, c'est ça. Et à bien regarder, dans ma thèse, j'ai proposé la pluralisation et comme mémoire possible. Et parce que ce dont nous gardons et nous retenons et nous proposons, nous projetons comme mémoire exclusive et mémoire sociale a un petit problème. Parce que elle fait tort à d'autres mémoires et que ce soit enfouis, mais en même temps qui sont appropriés par des collectivités, qui sont reconnues par des collectivités qui ne sont pas nécessairement dominantes. Et quand ces mémoires-là sont invisibilisées pour des raisons pour lesquelles je fais référence, et j'ai quand même opérationnalisé le concept mémoire fondatrice, et au sens qu'il y a une occasion qui fait que je parle également, par exemple, de l'unité historique et culturelle de la Caraïbe. Et cette unité historique, hein, je ne parle pas de géographie nécessairement ou exclusivement, mais cette unité historique, il y a un moment précis dans l'ordre des temporalités qui fait que qu'on parle de la Caraïbe en ces termes, et qui fait qu'on a cette culture et transculturelle comme ça. C'est à partir de la colonisation, bien sûr. On a cette cuisine-là, on a cette danse-là, on a ces musiques-là, on a ces vêtements-là, on a ces colliers-là, etc. Et puis qui fait que à un certain moment, on s'identifie avec veut pas, et qu'on les porte ou pas, c'est pas ça le problème, c'est que on a ce langage-là ou ces langages-là. Et c'est à partir de 1492, au moins, c'est-à-dire, et ça ne veut pas dire 1492 en tant qu'événement fondateur et de ces cultures qu'il n'y avait rien sur place, mais cet événement fondateur vient se brancher sur ce qui a été déjà. Et finalement, on a de nouvelles choses. Ces nouvelles choses venant de l'Europe, venant et rencontrant ce qui a été ici dans l'espace autochtone, dans l'espace indigène, et avec bien entendu tous les dispositifs culturels des Européens, assez large également, et donne ce que nous avons en tant que Caribéens comme mosaïque assez complexe qu'il faut qu'on doit rester très prudent parlant des Caraïbes parce que c'est beaucoup de choses en même temps et c'est beaucoup de semblables et beaucoup de dissemblables en même temps. Et pour rester dans la logique de la musique, beaucoup de dissonances aussi. Et en ce sens, je crois que et pour faire quand même, pour en faire un commun, un commun et tranquille, et comme un fleuve tranquille. Et je propose quand même de pluraliser tout ça, d'admettre, même pour la révolution haïtienne, je ne suis pas dans une posture exclusive de dire que c'est la nôtre, c'est nous. Parce que quand même, en regardant l'histoire, j'ai vu comment autant de révoltes dans la région, il a vécu celle d'Haïti a abouti à la révolution haïtienne, mais il y a eu tellement de révoltes et que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit dans toute la région. Donc, je crois que il faut partager cette révolution à un mouvement vraiment régional. Vu la concentration du nombre de forces en termes de forces de travail dans cet espace, il a que la révolution haïtienne est-elle et a réussi parmi d'autres révoltes qui ont eu lieu dans la région. Donc, en ce sens, et partager, que ce soit Vertières, que j'ai écrit un article de presse récemment sur Vertières, où je propose à ce que d'élargir finalement la victoire de Vertières et au peuple de la région. Parce qu'il faut regarder ça, en tout cas pour moi, c'est le seul avenir qu'Haïti a en partageant finalement sa révolution avec d'autres peuples. Et sinon, ça va rester à un certain moment. Bon, de toute façon, il n'y a rien qui soit éternel, j'en suis conscient, mais la partager, c'est la nourrir davantage. C'est-à-dire faciliter son appropriation. Et on peut commencer, bien entendu, à partir des peuples de notre région et des peuples qui partagent donc, cette identité de souffrance et coloniale. En ce sens, et je l'ai défendu dans mon travail doctoral, où je ne suis pas dans une posture vraiment d'exceptionnalité
où c'est Haïti est tout ce qu'on a déjà entendu parler. Et ça, cette posture, cette exemplarité n'est pas nécessairement portée par des Haïtiens, pas seulement. Également, c'est porté par des chercheurs étrangers et qui sont frappés par l'exotisme et révolutionnaire ou autre, etc. Et portent également ce discours. Bon. En fait, c'est intéressant de voir ça, mais en même temps, quel avenir de ça? Et par rapport à autant de peuples qui ont souffert, autant de peuples qui se battent pour sortir finalement, pour s'affranchir, et que comment partager finalement une victoire, de toute façon, on aura d'autres victoires à faire. Je dis à ma femme, désolé, bon, je ne peux pas, je ne peux pas répondre. Bon, désolé, hein, c'est ma chef. Oui. Non, je suis la femme de ma femme, je peux vous le dire. Donc, Merci beaucoup, professeur Kessler. On va peut-être donner, peut-être écouter le professeur Seedson. Un petit quart d'heure, on va s'autoriser encore un petit quart d'heure entre vous deux. Enfin, et puis, enfin, si vous voulez, voilà, rajouter des petites choses. Mais donc, du coup, Gino, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Il a quasiment tout résumé, le professeur Kessler. En tout Ouais. cas, moi, de mon point de vue, qui vient qui suis d'origine camerounaise, en tout cas, j'en parle très souvent d'ailleurs. Cette notion de transculturalité, on la vit, on vit ce phénomène depuis des lustres, en tout cas. On oublie parfois que l'Afrique, c'est aussi un phénomène de plein de passages. Ça a commencé le point de départ. Donc voilà déjà. Donc lorsqu'il y a une Mhm. entrée, il y a un croisement de culture, il y a des interférences de toutes parts. Donc il y a des choses qui rentrent en résonance avec d'autres univers, mais c'est pas une spécificité d'un coin. Vous voyez, il y a même au niveau de la musique, parfois on dit voilà, voici la tradition, c'est la musique traditionnelle. Nous décidons que c'est la musique traditionnelle du moment, pas de la musique traditionnelle d'il y a 20 ans, 30 ans, parce que si on parle tradition, tradere en latin, ça vient de la transmission. On parle du phénomène de transmission. Transmission, ça veut dire qu'il y a une mutation. On dit transculturation, il y a une mutation quelque part. Donc, si vous transmettez, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une part que vous perdez, il y a aussi un gain quelque part. Donc, nous vivons entre ces deux eaux-là, voire plusieurs eaux. Et moi, ça me fascine tout le temps lorsqu'on dit, voilà, ça c'est la tradition. Euh, et ça, c'est pas la tradition. Qui c'est qui Mhm. décide de la tradition finalement? Donc, alors, la tradition dans le contexte tel qu'il est, quoi. L'idée m'est venue en plus grâce je travaillais, j'avais un poste à l'École normale supérieure ici à Paris. Euh, lors d'un séminaire, il y avait la professeure Catherine Kotovic, je crois que je prononce très mal, qu'elle ne me tape pas dessus, mais qui est une très grande historienne qui disait justement la tradition n'existe pas pour elle. Tout le monde était choqué. Et non, c'est une illusion, c'est une invention des chercheurs, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'est pas vraiment de la science, mais c'est dire comment on entend la tradition, comment on l'aperçoit. De la même manière que moi, en tant que musicologue, je vois, même au niveau de la perception de la musique, comment la musique, le mot musique dans les langues africaines que je sache, n'existe pas. C'est une conception occidentale. Sinon, on dit play musique, play, déjà, c'est un anglicisme. Donc, musique, on entend bien que c'est pas le terme originel. Même la pratique même de la musique est associée à un environnement précis, à une façon de faire. Dans ma langue, par exemple, on dit le langue, ça veut dire jouer de l'instrument. On dit jouer de l'instrument, on dit yupi, on dit chanter. On dit jouer de l'instrument, chanter. Vous voyez ce qu'il y a, la perception du phénomène de la musique, quand on dit musique, ça veut rien dire. Donc, on est entre tous ces eaux-là, on a des conditionnements, on a, comment je peux exprimer ça? On a des règles qui sont fixées aujourd'hui par l'Occident, bien entendu, mais nous vivons avec ça aussi, nous devons vivre avec ça. On n'a pas le choix, pas trop le choix, sinon on aura une autarcie. Regardez le formatage des morceaux dans nos musiques traditionnelles, chez nous, on ne dit pas, tu vas jouer, vous allez jouer 3 minutes. Non, on joue. Ça peut durer toute la nuit, un seul morceau, mais c'est vrai. Et dans toute la diaspora, c'est un peu comme ça, en fait. Vous allez dans les trucs, les soirées vaudou et autres, eh ben, les gens, ils jouent. Il y a pas, c'est pas que c'est pas organisé, c'est une autre forme d'organisation parce que il y a du paraverbal, il y a des regards, il y a tous ces éléments-là qui nourrissent le jeu musical, en fait. La construction sonore, en fait. Elle est là bâtie sur tous ces éléments qui interfèrent, qui sont liés plus à la culture au sens large du terme. Et c'est fascinant parce que
lorsque vous voyez aussi, même au sein d'un même pays, je prends l'exemple du Cameroun que je connais assez bien, au Cameroun, il y a plus de 200 langues. Pour la plupart, c'est des langues écrites. D'autres sont des dialectes, certes, mais c'est quand même des langues. Quand on dit langue, ça veut dire sonorités, ça veut dire musique, une pluralité de musique. Donc, il y a une succession de musique. Il y a cette forme de transculturation, euh, est permanente, en tout cas, régulière. Elle se construit tout le temps. D'où le phénomène de pluralisation qui existe chez nous. Et je voulais ajouter cela, et puis surtout constater qu'en fait, que parfois, on aborde une musique, on oublie que la musique, ou bien la partition que vous avez fait en face de vous, dans ces musiques-là, les musiques afrodescendantes, c'est la reproduction, c'est la photographie du morceau tel qu'il est joué au moment où vous le jouez. Si vous le jouez une deuxième fois, ça ne sera pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Dans ces musiques, on parlera de spontanéité, d'improvisation et autres. Les courbes mélodiques peuvent être similaires. Similaires ne veut pas dire que c'est la même chose, qu'elles sont exactes. Similar to, on dit comment dire en anglais. Donc vraiment, il y a cette notion d'approximation dans l'appréciation de la ligne mélodique qui est jouée, quoi. Donc voilà, vous allez... et c'est lié à des contextes, c'est une culture, c'est une façon de faire. Même la notion de métrique, tout le temps, le temps, le tempo. Quand vous relevez un morceau en 4 temps ou 5 temps, vous croyez qu'on joue, on est vraiment pile pour la 5 temps, 4 temps. On bouge un peu quand même, nous sommes des humains. Donc, j'avais donné une conférence d'ailleurs à la Focale à Haïti, à Port-au-Prince, il y a quelques années, sur le geste du chanteur, sur le chef d'orchestre, où je parlais justement du corps du chanteur. Il faut le lire. Le corps du chanteur parle dans les musiques traditionnelles, dans toutes les musiques d'ailleurs. Donc, vous voyez, le corps du chanteur, c'est le chef d'orchestre. Il faut le lire. Vous êtes derrière le chanteur, vous jouez. S'il fait ça, vous devez savoir qu'il est en train de faire, il s'agit de faire, il veut qu'on fasse ça. Il bouge, il descend. Il veut qu'on baisse, il va faire tel mouvement. Vous allez suivre ou pas. Si vous êtes figé là, devant votre partition, comme ça, le nez dans la partition, vous n'allez pas pouvoir jouer, quoi. Donc, tous ces éléments sont très importants et euh, qui nous poussent en fait à, à percevoir la musique, à concevoir, je dirais plutôt, la musique autrement, parce que étant entre deux mondes, parce qu'il y a des règles ici, donc l'industrie de la musique, on vous dit par exemple de faire un morceau en 3 minutes 50, sinon on ne passe pas à la radio. Vous voyez, si vous avez ce formatage, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est plus de la musique pour moi. Enfin, normalement, quoi, je devrais plus apprécier ça parce qu'il y a des contraintes. Vous dites à quelqu'un, faites le solo sur 4 mesures. 4 mesures. Mais il n'est pas en train d'improviser, il est en train de réfléchir. Si on dit le phénomène d'improvisation, c'est la spontanéité, c'est l'instant, la création in situ, tout de suite là, pam, pam, pam. Vous n'avez pas prévu de faire ça, ça vient. Mais en même temps, c'est le résumé de ce que vous portez en vous. Parce que c'est bien beau, parfois on dit c'est l'instinct. Bon, l'instinct, c'est aussi le résumé de ce que vous êtes. C'est ce qui vous permet de réagir d'une certaine manière. Celui qui est malade mental dans la rue, il ne voit pas le feu rouge passer. Il reste là, il attend la voiture qui l'écrase. Mais vous avez un instinct qui vous dit, l'urgence est là, je vais courir. Je ne vais pas me faire écraser. Donc, vous voyez. Donc, il y a ce phénomène-là. Et puis, un autre élément que j'ai évoqué d'ailleurs dans mon premier ouvrage, je crois, ou dans un article que j'avais publié quelque part, je parlais comment dirais-je, la scène qui s'est déplacée, en fait, la scène originelle chez nous, dans les cultures afrodescendantes, en tout cas, ou bien africaines, en tout cas, par extension, les musiques se jouent en plein air. Elles ne se jouent pas sur une scène, comme une scène occidentale. Et il y a une démocratisation de la musique. Elle est là, elle est vivante, elle est juste là, quoi. Elle fait partie du décor. Pas décor au sens méprisant ou quoi que ce soit, mais vraiment, elle est là, la musique est présente. Et on ne compartimente pas ceux qui, en disant, ouais, vous n'allez pas pouvoir danser, vous ne pouvez pas chanter. Mais on sait qui sont les maîtres. Les maîtres viennent, ils chantent, mais on n'applaudit même pas. On n'attend pas. Il n'y a pas d'applaudissement. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on convoque le public pour dire, vous êtes là, yeah, yeah, yeah. Mais dans ces musiques-là, on ne le fait pas, parce que c'est une évidence. Il chante, c'est normal, il est bon, on sait qu'il est bon. Il est là, quoi, il fait partie du décor, on le respecte, on lui donne son titre, tout ça. Donc, c'est très important. Donc, du coup, la scène qui s'est déplacée maintenant a altéré le discours du chanteur, du musicien, parce qu'il est dans une posture de séducteur du public. Dans ces traditions, ils n'ont pas le temps de séduire. Ils ne pensent même pas à ça. Ils chantent, c'est tout, ils jouent. Ils jouent, ils transpirent, ça va pas, la baguette tombe par terre, ils reprennent.
Ils jouent, ils vivent l'instant de la musique. Donc, vous voyez, mais en même temps, nous sommes tous conditionnés aujourd'hui parce que c'est le phénomène de transculturation, donc, enfin, il nous habite en quelque sorte, nous pousse à dire que voilà, on va au studio maintenant, on va jouer tel morceau en 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Sinon, ça passera pas à la radio. Mais en temps normal, on ne regarde pas ça. Nous, on joue une c'est comme, il y a pas de limite, quoi. Jusqu'à ce qu'on soit pas très ensemble, que bon, là, il faut qu'on arrête, c'est tout. Mais on ne va pas. Donc, c'est quelques éléments comme ça qui me reviennent à l'esprit. Donc, je trouve que personnellement, ça me fait réfléchir chaque jour. Même dans ma pratique en tant que musicien, chanteur, je me dis, mais mon rêve, c'est de jouer ma propre musique, mais en plein air, tout le temps. D'avoir un public autour de moi, comme ça, qui participe, quoi, qui n'attend pas pour applaudir, j'attends pas d'applaudissements, qui vivent la musique, qui s'imprègnent de cette musique-là, qui est aussi phénomène d'hybridation dont je suis le fruit, d'une certaine manière. Donc voilà, que je ne le veuille pas, c'est partie de ma culture. Et nous sommes tous créoles, comme dirait l'autre, quoi. Nous tous, nous sommes des phénomènes, tous les humains, en fait. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez toujours, il y a un apport. C'est ressorti de ces échanges. Je vais beaucoup prendre de Prof. Marie Séguin, donc ou bien de Prof. Carlos Neo, ou bien de Prof. Kessler. Je vais prendre des petits bouts, je vais en faire ma sauce. Ça va influer, enfin, impacter mon discours musical même. C'est des phénomènes cognitifs dont nous ne sommes pas responsables forcément, mais qui viennent à nous. C'est le phénomène conscient. Ça, c'est fabuleux, je trouve. Voilà. Merci, merci beaucoup, Gino. Ce que je retiens, je voudrais peut-être laisser la parole à Carlos Dimeo, qui nous peut-être va nous dire quelque chose que je pourrais vous traduire si vous ne comprenez pas, parce qu'il est quand même professeur de théâtre. Donc nous sommes un peu tous quand même dans la musique, moi travaillant sur la poésie depuis 30 ans. Ce que je voulais dire, ce qui m'interpelle là, c'est cette notion de circonstance dont le professeur Kessler a parlé lorsqu'il évoquait les chants funéraires. Cette notion de circonstance et celle que vous évoquiez, Gido, comme une notion qui permet de s'affranchir finalement des canons. Et qui me paraît justement être peut-être quelque chose d'intéressant à discuter parce que dans vos deux discours, je retiens ça, que c'est la circonstance, le circonstanciel qui permet la variation, l'échappée, et qui finalement est ce qui est le plus plaisant ou le plus propice à la création, et qui justement nous permet d'échapper au canon, et ce que n'aime pas l'Académie, mais, qui fait, qui fait avancer du reste la culture. Et donc j'aimerais peut-être laisser le professeur Kessler répondre ou parler de cette question, et ensuite laisser Carlos Dimeo si quisieras decir algo, por favor, en español. Luego, después de que conteste el profesor Kessler, si quieres preguntar algo a nuestros invitados. Bueno, dejamos al profesor Kessler contestar, y luego tienes el micrófono apagado, Carlos, pero dejamos al profesor Kessler y luego si quieres tomar la palabra, por favor. Ok. Sí, lo poquito que, pero estoy más o menos mirando la transcripción y pues también quizá pueda hacer alguna pequeña pregunta y tú me traducirás, Ok, ¿no? ok, pues sí. Entonces, no sé si el profesor Kessler quiere, si vous voulez rajouter une petite chose. Oui, oui, merci, Emma Christine. Bon, en fait, merci de rebondir quand même sur l'aspect circonstanciel de la musique des morts, la musique funéraire que j'ai identifié. Et je crois que ça expose à une sorte de une posture non épistémique et ou sortir de l'académisme, même pour apprécier ça, parce que sur le plan religieux, et cette musique circonstancielle, c'est-à-dire que c'est le contexte qui détermine et ce qu'est en termes d'interprétation ou de l'appropriation, c'est le fait que
en Haïti, par exemple, il y a le catholicisme, bien entendu, il y a le protestantisme, et il y a le vaudou, mais aucun problème sur ça. Mais c'est la circonstance, c'est-à-dire le même chanson de l'Église catholique, et on peut se l'approprier, et puis dans une messe régulière, ou dans un office régulier, par exemple, on trouve cette musique dans un contexte funéraire. Une musique de jazz, et je ne vais pas parler par exemple de la musique de Duke Ellington et Wonderful World, mais une musique de jazz quelconque, si on aime le jazz, eh bien, on peut trouver par exemple cette musique de jazz dans le contexte funéraire, etc., etc. Par exemple, en travaillant sur mon terrain, et j'avais trouvé un chanteur un rappeur haïtien qui avait sa fille morte, est décédée. Et donc, en l'observant bien sûr finalement les scènes de deuil, on voit que c'est les musiques de rap qu'on chantait. Et ça, si on systématise l'observation, on va trouver que ce n'est pas nécessairement la structuration de musique du genre rythmique, du genre vite hein, ou lent et qui détermine, et le tempo qui détermine la musique des funéraires. C'est plutôt et les gens, selon leur goût social, le contexte culturel et que la musique qui est mobilisée selon le goût du décédé d'une part, et bien sûr, complément de ceux qui l'accompagnent, qui accompagnent pour les derniers offices. C'est cette musique-là qui est jouée, qui est finalement et la musique des morts. Dans un corpus que j'ai travaillé sur, que ce soit pour le catholicisme, que ce soit sur le protestantisme et sur le vaudou haïtien, il n'y a pas une musique spécifique en termes d'organisation musicale et harmonique et mélodique et rythmique. En tout cas, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé quand même des sous-genres. Quand le paysan haïtien que j'ai observé dans l'ouest d'Haïti, quand je vais jouer un cantique, je vais jouer un recueil, en général, hein, ces gens ne sachant pas lire, et je vois moi-même en observant dans mon travail ethnographique, je vois qu'il ouvre un livret. OK? Donc, ça veut dire qu'il l'interprète en tant que un recueil de chants, c'est-à-dire cantique. Ça devient un sous-genre pour eux, mais structuré de manière occidentale sans nécessairement avec les organisations comme Juno l'aurait fait, harmonique. Et le vaudou haïtien, encore un appel-réponse, c'est-à-dire, on peut dire, et après, ensuite, les autres prennent comme ça, et c'est-à-dire l'assemblée reprend, et pour dire que, appel et puis réponse structurée en musique responsoriale que Juno comprend très bien dans sa théorie. Donc, en gros, je suis en train de dire que, à bien observer, c'est une posture non épistémique, non établie, et on peut observer dans les lieux de deuil où selon le goût, le choix culturel du décédé, d'une part qui éventuellement aurait laissé son testament, et également les accompagnants, les proches de ce décédé, qui déterminent la musique qui est jouée. Et cette musique-là est interprétée, en tout cas selon moi, comme la musique de deuil. Merci, merci beaucoup, Monsieur Kessler. Vraiment, je trouve que cette table, cette conversation est très enrichissante et vous complétez l'un et l'autre vraiment des notions qui peuvent intéresser un grand public. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos réflexions de ce soir. Est-ce que, Carlos, quieres decir, preguntar algo y antes de cerrar Bueno, la sesión? sí, bueno, dos preguntas. Una para el profesor Kessler y otra para el profesor Gino Sisson. Eh, Preguntas simples, creo, porque yo no hablo francés, pero Todavía no, todavía no, todavía no. todavía no. Sí, es cierto, todavía no. Pero me gusta mucho la sonoridad del francés y estoy seguro que pronto hablaré. Sí. Pero me interesa mucho, bueno, lo que he estado escuchando y más o menos viendo en la transcripción que tengo aquí al costado de las intervenciones. Y me parece que para el teatro aquí estas dos perspectivas funcionan muy bien. Y de hecho ya pienso en un poco después conversar con los profesores para el montaje de Antígona en este caso, aunque
Creo que este tipo de música dentro del trabajo teatral y este tipo de efectos dentro del trabajo teatral que yo hago es muy efectivo, sobre todo porque invoca al proceso teatral como un rito, ¿no? No sé si traduces esto, Marie, o continúo con las preguntas. Non, c'était pour le professeur Kessler, au sujet de la théâtralité. Si tu, Carlos, la pregunta sobre la teatralidad era Eh, aferente a... bueno, lo que decía era, para el profesor Kessler, Sí. de qué manera las preferencias culturales y sociales de una comunidad Mhm. determinan la música en los Ok. rituales fúnebres, por ejemplo, en Haití, Ah, ¿no? pues. Non, Y professeur Kessler, vous avez compris si finalement quel est l'impact ou l'influence d'une communauté sur les rites funéraires, hein, quelle est la proportion en fait de cet impact, de cette influence des communautés sur les rites, sur le... Merci pour la question. En fait, j'éviterai de parler de proportions parce que ça me renvoie des chiffres et j'ai toujours peur des chiffres. Mais cependant, je crois que les représentations religieuses jouent quand même un rôle. Mais ça ne détermine pas de manière unilatérale ce qu'on entend par la musique de deuil ou la musique funéraire ou la musique des morts, comme je l'appelle. Et parce que on est dans le catholicisme, c'est normal, il y a un livre qu'on appelle N'a réglé toute bagaille en chantant. Ok, vamos a regar todo la cuestión en cantando. Ça veut dire en chantant. Mais, ah, mais en même temps, ça veut dire on va jouer. Il y a un autre ouvrage, enfin, pas ouvrage, un autre livre de chant dans le protestantisme et qui s'appelle Hymne et louange. Hymne et louange, c'est les gens qui sont dans le régime protestant et se réfèrent, bien entendu, dans ce régime-là pour chanter, bien entendu, dans les différentes scènes, scènes de deuil, aspect religieux, c'est-à-dire le moment de l'office funéraire, les funérailles par exemple, et dans la veille, dans le sens que c'est divisé, selon mon observation, en deux catégories, un espace vraiment sacré, un espace plutôt social, où il y a des gens qui sont dehors en train de s'amuser selon leur rythme, et il y a vraiment de la théâtralité. Et si on se réfère, par exemple, ici à un écrivain haïtien qui s'appelle Franck Fouché, et il a regardé dans le vaudou haïtien ce que vous avez signalé, c'est la théâtralité dans le vaudou haïtien ou dans le geste haïtien. Et merci de l'avoir quand même soulevé ici comme forme et assez spectaculaire. Et dans la Caraïbe, ce n'est pas exclusif à Haïti, je crois. Et regardez le gros cas, vous allez rapidement et saisir ça. Maintenant, dans le vaudou haïtien, j'ai rencontré un sous-genre qui s'appelle le bourou, et structuré bien sûr en appel-réponse. Mais en même temps, dans le bourou, c'est pas la musique qui est jouée dans le bourou, ok, c'est pas, on peut quand même trouver cette musique bien sûr dans le vaudou, mais pas exclusivement dans le contexte funéraire. On peut trouver un chant bourou dans un contexte autre que le bourou en tant que tel, c'est-à-dire bourou, c'est dédié aux morts. C'est dédié, la situation même, disons, le contexte même est joué pour des morts. Il y a des rites qui sont dédiés aux morts et on fait un bourou pour les morts, c'est-à-dire un boulaisin, par exemple, et on fait boulaisin, c'est-à-dire on réveille le mort, on va le sortir après un jour du froid et pour le réchauffer un peu. Et en ce sens, mais en même temps, la musique qui est jouée en écoutant bien le corpus, en observant le corpus, on trouve ce même corpus dans un autre contexte. Donc, cela dit, finalement, et c'est très bien, on ne va pas trouver un chant protestant dans un contexte vaudou en tant que tel, et parce que la séparation est en fait, bien entendu, mais on ne peut pas, de manière latérale et littérale, introduire, dire ça c'est la musique des protestants, on ne va pas trouver ça dans l'Église catholique, on ne va pas trouver ça dans le vaudou. D'ailleurs, le vaudou est syncrétique, le vaudou prend la précaution de faire un office, et bien entendu, catholique, ou, et bien entendu, bien régulier,
et avant d'introduire le vaudou. Et ça, ils sont clairs. D'ailleurs, dans les chants, on a dit, et je dois faire un appel à Dieu avant de procéder à nos dieux à nous. Donc, ça veut dire que ce rapport syncrétique, cette ambivalence, accompagne le vaudou qui fait que le vaudou est le vaudou, bien entendu, le vaudou haïtien que je parle. Donc, ça veut dire que c'est là, selon chaque représentation religieuse, il y a un corpus de chant, mais ce corpus de chant est également, on peut le trouver dans le contexte funéraire dans un autre. D'ailleurs, le problème ne se pose même plus. C'est compliqué parce que ça se mélange. Vraiment, les communautés mobilisent ce qu'elles veulent dans ce contexte-là. Et puis, je crois que les communautés, finalement, c'est notre patron. Et elles décident. Ce n'est pas les chercheurs qui décident. Merci beaucoup por la réponse, profesor. Y ahora para el profesor Sitson, un minuto porque la tengo por aquí escrita. Y quizá parecido, ¿qué implica considerar la tradición como un proceso mutable y no como un legado fijo? ¿Y quién tiene la autoridad para definir qué pertenece a la tradición en ese proceso o qué no? En fait, voy a preguntar, a contestar en francés, ¿puedo hacerlo? Sí. Dans ce cas-là, quand je parle de ça, c'est surtout des porteurs de tradition qui sont capables, qui sont en mesure de dire que voilà, donc ça c'est la tradition, ça ne l'est pas. Parce qu'ils sont porteurs d'une mémoire. Ils ont une autorité quelconque dans toutes ces sociétés-là, en tout cas. J'entends, hein, je ne dis pas qu'ils ont raison ou ont tort, mais c'est pas le polémique là-dessus, mais de leur dire que voilà, voici la tradition, ça ne l'est pas. Et c'est ce qui est fascinant, surtout parce que comme c'est des musiques qui sont jouées, c'est des musiques vivantes, comme je disais tout à l'heure, elles sont fixées dans la mémoire collective. Et les porteurs de tradition, comme ils la jouent, cette musique-là, enfin, ces musiques-là, comme ils les jouent, de manière générale, ils sont en mesure de dire que voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ils ont une autorité quelconque dans toutes ces sociétés traditionnelles, en tout cas, ils ont une autorité véritable. En fait. Et les gens les écoutent, et les gens savent que c'est les anciens, pour tout vous dire, et surtout les anciens. Il y a les jeunes qui sont on va dire, c'est les futurs anciens aussi, mais qui sont bien impliqués dans la tradition, qui sont nourris de cette tradition-là, qui viennent de lignées. Je parlais souvent du phénomène d'endoculturation ou bien de monopraxie parentale, où il y a, parfois même dans des familles où le père et la mère sont issus de la même tradition musicale, la même tradition, en tout cas, dont l'envie de transmettre au sein de la famille déjà à leurs enfants, à leurs descendants, cette culture-là, la culture au sens large, pour qu'ils sachent que voici comment ça se passe. Ces personnes sont vénérées, respectées par la communauté en tout cas. J'en parle pourquoi? Parce que dans un ouvrage, dans mon premier ouvrage sur le sentiment, sur la musique vocale de la Guadeloupe, il y avait deux phénomènes, deux esthétiques qui sont essentielles à la musique de la Guadeloupe, le sentiment et l'éloquence. Le sentiment, c'est ce qu'on peut appeler, je fais un raccourci, c'est pas vraiment ça, mais c'est comme le feeling, quoi. Comment ça se transmet? Comment on peut dire que ce chanteur, il a le sentiment, il a le feeling quand il chante, ça me touche pas. Qui peut dire ça? Ah, c'est très délicat à manipuler. L'éloquence, c'est plutôt la forme, le talent du chanteur à pouvoir captiver l'audience par sa virtuosité au niveau de l'improvisation, sa dextérité. Genre, vous chantez, vous improvisez. Ah, dans le blues, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de truc de prévu. Bien sûr, il y a des chaînes qui sont déjà là, ancrées en eux et qu'ils ont l'habitude d'entendre. Il y a des figures mélodiques qui reviennent parfois, mais ce n'est pas forcément la même chose, comme je disais au début. Donc, les porteurs de tradition, vous allez voir qu'ils s'accordent à dire que voilà la personne. Et il y a des critères, par exemple au niveau du chant, qui vont vous démontrer que voilà, cette personne a des idiolectes propres à la tradition, à la tradition même. La manière de prononcer les mots, de les frapper, pardonnez l'expression, de les articuler, de les sortir, de les chanter en tout cas. Cette manière-là va définir la qualité du chanteur. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui chante, je fais dans la caricature, hein, je ne suis pas chanteur de tradition, et on va, ce type de voix va plus interpeller la personne.
Et vous allez voir que dans ces traditions, en tout cas dans les traditions afro-descendantes, il y a deux esthétiques qui sont très importantes pour analyser une voix, pour définir le pourquoi de telle ou telle chose. C'est le voisement dans les cordes vocales qui vibrent. Le vibrato dans cette tradition, c'est un vibrato court, c'est pas un vibrato baroque. Il est très court, il est très. Je ne sais pas si c'est une imitation des aussi des musiques européennes qui sont étudiées, qui transposent aussi dans leur musique, j'en sais rien. Comme vous disiez tout à l'heure, la tradition, ça bouge. Mais toujours est-il que ça interpelle l'auditeur dans les cordes vocales vibrent d'une certaine manière. Alors, par contre, le deuxième phénomène, c'est la nasalité. Alors, ça paraît surprenant quand je dis parle de nasalité, tout le monde, wow, mais comment ça, les gens ne chantent pas bien nasal tout le temps? Dans la musique classique occidentale, c'est pas bien perçu. Mais la nasalité, c'est un phénomène qui est hyper important dans toutes ces traditions musicales, en tout cas. La country music, qui est une musique afro-descendante, on n'en parle pas souvent, mais par exemple, il y a un professeur, je ne sais plus le nom, il est à Columbia, j'ai un trou dans ça ne revient pas, mais ça renforce l'éthos. Vous allez voir que les chanteurs de blues, par exemple, ils chantent, ils n'articulent pas forcément, mais le chant est très nasal, tout est là au niveau de ses cavités ici. Il articule à peine, quoi. Donc, c'est très nasal, c'est vraiment, ça renforce, les gens, ça les touche. Ils ont envie de dire, oh, ils se lamentent, ils sont contents, ils ressentent une chaleur. Ça renforce vraiment l'éthos, c'est très très fort. Et il y a, au-delà, vous allez voir que, pour parler de la Guadeloupe que je connais, ou bien d'Haïti, vous allez voir que le chant est nasal aussi, c'est lié aussi à la langue très souvent. Vous allez dire, le créole, c'est une langue très nasale. Parfois, on va me dire, mais comment ça, c'est nasal? Quand vous dites moins, moins, c'est le nez, il y a le nez, c'est moins. Alors, parfois, il renforce à dire, moins, t'es pas du où, tout ça, c'est moins. Tu vois, moins, sans forcément, moins, même si vous faites moins, et les cordes, le nez est là, il influe, il renforce les ça touche les gens. Et ma propre petite expérience démontre que, enfin, m'a permis d'observer que même sur le continent africain, les chanteurs qui marchent, qui ont comment on dit vulgairement, qui ont pignon sur rue, qui marchent, qui sont très populaires, des chanteurs qui sont vraiment de manière très nasale. Il n'y a pas Papa qui est mort. En fait, je fais la limitation, mais c'est une caricature. Mais c'est des styles qui sont très importants. Donc, quand vous réunissez tous ces éléments-là, vous allez voir que le porteur de tradition, il ne dit pas ça comme ça pour faire plaisir aux voisins, mais il le dit parce qu'il entend, il est imprégné, il est en pleine immersion, il est toujours en immersion dans la tradition. Ce n'est pas quelqu'un qui est coupé de la tradition du moment. Ça n'empêche qu'il a des imbrications externes, il y a des interférences qui sont là malgré lui. Nous tous, d'ailleurs, nous sommes le fruit de tout ça. D'ailleurs, le professeur Kessler disait tantôt, il dit, le vrai patron, c'est pas les chercheurs, c'est ceux qui pratiquent, quoi. C'est les humains, quoi. Donc, ils vont dire, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc, ils vont là où ils veulent, quoi. Où ils peuvent, où ils entendent des choses. Donc, donc un élément que je voulais souligner, c'est cette, euh, cette capacité, non seulement à décider, quand j'ai décidé, c'est pas de manière péremptoire, autoritaire, voilà, c'est ça. Mais il y a un consensus qui s'installe, en tout cas au sein de la population. C'est quelque chose d'idiosyncratique, donc vraiment qui est propre à la communauté, qui, euh, qui appartient à un peuple. Une fois, j'ai fait une analyse, je travaillais sur les voix de la Guadeloupe, j'ai fait écouter une œuvre à une amie qui est française caucasienne. Elle me dit, elle écoute, elle dit, oh, mais celle-ci, elle me touche, cette chanteuse, je trouve que c'est magnifique. Je me suis mis à rire. Je dis, alors celle-ci, elle a le sentiment ou pas? Est-ce que ça t'a touché? Elle dit, ouais, moi, ça me touche. C'est fabuleux comment elle chante. On voit une fragilité dans sa voix, ça me touche. Je me mets à rire. Elle dit, mais pourquoi tu ris? Je dis, mais non, parce que elle, quand je fais le classement des personnes, j'ai fait le test perceptif auprès de plusieurs personnes de la Guadeloupe, originaires de la Guadeloupe, ils m'ont dit qu'elle était la dernière dans le lot. Alors, elle me dit, comment ça? Je dis, mais oui, ça ne leur parle pas. Bien, ce que j'ai noté, c'est que la langue, déjà, est un élément fondamental. Comment vous allez parler la langue? Le créole, aujourd'hui, il est assez francisé de plus en plus.
Il y a des résistances, certes, mais on vit dans un monde, un environnement global où il y a des interférences de toutes les langues que nous absorbons tous les jours à la radio, en discutant avec Marie, en discutant avec Kessler, Dino. On entend beaucoup de choses, c'est qui rentrent là dans nos oreilles, et puis on construit avec ce qu'on a. Donc, je lui ai dit, non, ça ne touche pas, les Guadeloupéens, ça ne les touche pas. Ça va, ça va, quoi. Et peut-être que c'est bien, mais ça fait, peut-être, ça te touche, mais là, ça ne touche pas le Guadeloupéen. Donc, c'est les porteurs de tradition. Par contre, oui, je vais faire une parenthèse rapidement. Quand je faisais écouter les œuvres de chanteurs anciens de la génération d'il y a 40 ans, 50 ans, tout le monde, il y avait un consensus autour en disant, ça c'est bon, ça c'est, il y a le sentiment, lui. Mais je me posais la question de savoir pourquoi il disait tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà de la langue, de la compréhension de la langue, qui est aussi un facteur très déterminant dans ces pratiques musicales, en tout cas, parce que la langue définit tout. C'est la musique déjà, au départ. La capacité à pouvoir émouvoir un public, il faut déjà une bonne maîtrise dans ces musiques traditionnelles, une bonne maîtrise de la langue, une bonne maîtrise de l'art de la parole. Être un rhéteur, la rhétorique est vraiment de mise. Il faut être vraiment, faut avoir cette position de la poésie des mots, savoir frapper les mots, comme j'aime souvent le rappeler très souvent dans mes interventions. Mais c'était fondamental, quoi. Vous voyez, il y a tous ont prouvé que voilà, c'était des anciens. Donc ça rappelle, ça renvoie à quelque chose de nostalgique. Donc nous, la tradition dans ce sens-là peut perdurer parce que ceux qui reprennent aussi s'inspirent des anciens et ils essayent de reproduire aussi ça. Ils apprennent auprès de ces anciens, auprès de ces porteurs de tradition, auprès de ces musiciens vieux. Ceux qui sont vieux aujourd'hui, ils seront plus là, qui vont fabriquer de futurs vieux. Donc voilà, ainsi de suite. Donc la tradition aussi essaie de s'installer dans le temps, dans les différents temps. Donc voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Euh, je vois comme le professeur Kessler a levé la main. Est-ce que vous voulez peut-être dire le mot de la fin? Parce que nous pourrions aller au bout de la nuit Non, oui, bien avec sûr, vous, bien sûr. mais C'est vraiment le il mot va de la fin. falloir. C'est le mot de la fin, mais je dis ce que j'avais à dire pendant une seconde. Ouais. C'est sur la question de la tradition. Et j'aime bien comment professeur Gino termine vraiment cet aspect, comment la tradition elle est vraiment dynamique, elle se situe aussi dans le temps. Et c'est très important pour nous de voir et de fixer, au moins de signaler que c'est dans le temps. Parce que quand même, il y a quand même des obsessions identitaires où on veut que ça soit resté là figé. Et du moins en Haïti, on est quand même exposé à des discours comme ça et des postures comme ça qui explique que c'est assez problématique. Il faut être très patient pour expliquer que la tradition se situe dans le temps. Et ce n'est pas nécessairement du lieu des pratiquants. Les pratiquants, ils sont tranquilles. Les porteurs de tradition, ils sont tranquilles, font leur affaire. C'est des ethnologues et des sociologues. Ce que j'appelle moi-même dans mon dernier article des exoacteurs. Et ils sont en dehors de la pratique, ils arrivent et puis ils sont frappés par l'exotisme. Ils souhaiteraient bien que ça soit resté comme ça et pour leur retour, quand ils reviennent sur le terrain, ils trouvent ça comme ça. Et dans le concret de la chose, ce n'est pas comme ça. Et parce que dans mes entretiens et les discussions avec des porteurs de tradition, par exemple un père savane, c'est-à-dire un officiant funéraire, disons dans les mondes que j'ai interrogés pendant mon terrain de maîtrise, il m'a dit, mais je lui ai posé la question aussi, hein, comment souhaitez-vous son travail à lui, c'est de chanter des funérailles. OK? Dans toute la campagne. Il m'a dit, moi-même, je souhaite, par exemple, chanter mes funérailles comme mon maître l'avait fait. Transmission, hein? Transmission. Intéressant. J'ai dit, waouh, ça c'est super. Et comment il l'avait fait? Il m'a dit, lui, il avait chanté ses funérailles avant sa mort. J'ai dit, oh, quelle modernité extraordinaire. Il avait chanté. Oui, il m'a dit, oui, il avait fait ça. Je dis, comment ça? Il a dit, comment il a fait? Il m'a dit, il se prenait tellement au sérieux, ce paysan-là, il avait chanté ses funérailles sur une radio-cassette, c'est-à-dire tape et enregistreur. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, il a utilisé le dispositif dans son temps.
C'est-à-dire, et tout le sens qu'on sait en termes de travail funéraire, c'est-à-dire, tout est respecté, sauf que il décide lui-même de ne pas donner cette tâche-là à quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui le fait. On a passé ça pour lui, me waouh. Bon, dans votre cas, comment vous souhaitez le faire? Il n'y a plus de radio-cassette, on appelle ça en Haïti. Et il a dit, dans le temps, hein, c'est déjà passé. Et ce terrain-là, date de 2007, non, 2008, hein. Il m'a dit, moi-même, dans mon cas, je vais le faire sur un CD. Et dit waouh! Donc, c'est une leçon d'ethnologie qu'il m'a donnée, c'est une leçon d'anthropologie qu'il m'a donnée. Et que ça veut dire cette sagesse-là, ces gens-là sont prêts pour utiliser le dispositif du temps, technologique du temps, pendant que ce qu'ils pratiquent en tant que tradition, en tant que rite, font encore sens. Et ça, c'est un effort à faire pour la plupart de nos ethnologues qui souhaitent figer les gens dans leur temps pour les traiter toujours en bons primitifs et de bons sauvages. Quand ils reviennent sur le terrain, il va les trouver tranquillement pour les contempler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Kessler, professeur Simpson. Je laisse peut-être aussi Carlos dire un mot pour clore vraiment cette session qui pourrait durer beaucoup plus parce que j'aurais moi-même voulu rebondir, mais voilà, Bon. il y a un moment où il faut cesser cette activité pour passer à d'autres. Est-ce que Carlos, quieres también decir una última palabra y antes de cerrar? Merci encore à vous deux, vraiment extra. Gino, ton micro est fermé. Carlos Bien. dans le micro. No sé si la última palabra, porque las respuestas del profesor Benamé y Sitson me han estimulado a otra pregunta, si es posible, y si no, bueno, cerramos, pero no sé si es muy largo, Mari. Es que me parece que ya somos como 1 hora 30 de grabación y Sí, que teníamos en total 2 horas y que sí, si hacemos otra cápsula con los demás era muy invitados, extenso. no va a quedar tiempo para los demás. Sí, On va bueno, pas avoir, mais bon, ok. simplemente comentar que creo que he conectado ambas respuestas, tanto la del profesor Kessler y la del profesor Sitson, y esta idea de que el profesor Sitson empieza a hablar sobre la musicalidad, por ejemplo, la nasalidad en los sonidos. Pensé de pronto la idea del grito, tanto en el rito, ¿no? Funerario como en la canción, ¿no? Y yo encuentro que el grito, hay una extensión del grito, yo lo traduje con el traductor automático, eh, com- comme elles sont notamment les cris dans les chants folkloriques, s'inscrivant dans les mémoires collectives et l'univers archétypal d'une communauté et de quelle manière ce sont leurs skills sont incarnés ou performés, activant ils des liens affectifs, rituels et de reconnaissance au sein d'une théâtralité culturelle située. ¿No? Y pienso que, bueno, perdón mi mala pronunciación en francés, pero Non, non. intento que sea más claro para ustedes. Pienso que hay mucha conexión entre lo que ambos han dicho. Entonces me parece muy interesante esa proposición y bueno, agradezco mucho las respuestas, ¿no? Pero podemos reflexionar posteriormente sobre esta idea del grito como un elemento musical que se inscribe en nuestras culturas, incluso aquí en Polonia, donde las canciones de las montañas incluyen el grito como una forma de expresión y hay una nasalidad también y hay una guturalidad también, el sonido expresado desde acá hacia afuera, ¿no? Muy interesante y bueno, muchísimas gracias, ¿no? No quiero hacerlo muy extenso porque, pero me ha estimulado, ¿no? ¿Podemos entonces considerar la sesión como cerrada o estás esperando una respuesta, No, Carlos? no, podemos No, ok, considerarla como bueno, cerrada porque solo quería bueno. comentar eso porque
me ha surgido la idea, creo que para un próximo encuentro podemos conversar un poco más sobre eso, ¿no? Peut-être juste avant de nous quitter, est-ce que nous pourrions avoir une bibliographie du professeur Kessler et Simpson pour la transcription, la mettre, la proposer au public? Une bibliographie de vos derniers ouvrages moi, m'intéresse d'avoir, des ouvrages qui ont été cités par vous et qui n'ont peut-être pas été bien retranscrits à l'oral. Vous pourriez nous fournir une petite bibliographie? Ouais, Pour- en tout pas, cas pas, pour, pas, pas pour aujourd'hui, hein, oui, en tout cas pour l'aspect que j'ai plus ou moins développé, présenté ici, l'aspect notamment musique de deuil et puis musique Mhm, racine, pas tellement, mais musique de deuil qu'on a plus abordé ici. Et mhm. c'est pas compliqué d'aller directement dans mon Oui. travail de médecine et d'extraire ça et vous. On, on peut effectivement faire un travail effectivement de recherche, nous, et proposer, mais peut-être aussi avoir enfin, la validité, votre aval pour présenter Non, un ouvrage plus qu'un autre, oui, tout pas de souci. simplement. Mhm. D'accord. Merci en tout cas, merci, bravo, vraiment bravo à vous deux, et très intéressant, et bonne À soirée vous. ou bonne journée. À Bravo à très Merci. vous. bientôt. À très bientôt. Merci Merci beaucoup. encore de Au plaisir. votre présence. Au Merci, au plaisir. revoir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup, merci. Merci beaucoup.